Bonjour à tous et bienvenue à l'interview. Aujourd'hui, je reçois Philippe Goffin. Philippe Goffin, bonjour. Vous êtes député fédéral et maire, mais surtout, vous présidez la commission de la justice. Et c'est à ce titre que je vous ai invité aujourd'hui. Première question, on parle d'une commission d'enquête de députés français qui va venir début avril à Bruxelles et à Molenbeek pour voir ce qui s'y passe. Est-ce que vous allez les accueillir les bras ouverts? Comment ça va se passer? Ils sont évidemment les bienvenus. On le sait, la coopération dans le domaine du terrorisme est essentielle et donc les parlementaires français qui nous rendront visite seront évidemment les bienvenus et s'ils souhaitent avoir à un moment donné un contact avec les membres de la commission de la justice, c'est bien volontiers que l'on accordera ce contact pour des échanges entre nous évidemment. Alors un de leurs membres, Alain Marceau, un ancien juge antiterroriste et qui est du Parti des Républicains, a été très très dur sur la Belgique, sur la manière dont la police et les autorités belges s'occupent du terrorisme et du terreau du terrorisme de Molenbeek et de Bruxelles. Est-ce que vous aurez un discours normal avec lui ou vous allez dur aussi? Mais le Premier ministre et d'autres se sont exprimés. Voilà, les propos qu'il a tenus sont franchement totalement déplacés par rapport à la situation. Ils sont totalement excessifs. Et donc, si on a l'occasion de le rencontrer, je suppose que là, on aura la possibilité de recadrer un peu ces propos qui n'ont aucun intérêt et qui n'apportent rien au débat. Alors, l'idée, évidemment, c'est que les Français veulent juger Salah Abdeslam en France, puisque les attentats du 13 novembre, c'était à Paris, c'était pas à Bruxelles. Pourquoi cela prend tellement de temps de déplacer comme ça quelqu'un d'un pays à un autre au sein de l'Europe? Ça prend du temps, mais ça, c'est les règles de l'état de droit qui s'appliquent. Donc, premier élément qu'il faut bien comprendre, c'est que la décision ne relève pas du politique. Ça, c'est un élément essentiel qu'il faut savoir. Deuxième élément, il y a une procédure mise en place. Et notre état de droit, justement, permet d'avoir des garanties pour que l'ensemble des procédures soient suivies correctement pour permettre aux uns et aux autres, finalement, de voir leurs droits respectés. La procédure, elle est assez simple ici. Il y a une demande qui a été introduite. On est dans le cadre d'un mandat d'arrêt européen. Et donc, il appartiendra à la Chambre du Conseil de rendre sa décision. Un appel éventuel peut être fait auprès de la Chambre des mises en accusation et éventuellement un recours ou un pourvoi auprès de la Cour de cassation pourrait intervenir. Et donc, tout ça additionné va nous conduire à 2 mois, 3 mois environ. Maximum. Voilà, maximum. Mais il faut être précis. Ce n'est donc pas le ministre de la Justice qui peut, à un moment donné, avoir l'injonction positive de dire, effectivement, on va permettre ou pas le déplacement en France. Donc, normalement, avant l'été, Salah Abdeslam sera en France. Ça, il ne m'appartient pas de le dire. Simplement, la procédure aura été jusqu'à son terme. Alors, où en est la collaboration entre la France et la Belgique? On était assez surpris aussi ces derniers jours que certaines informations étaient d'abord révélées par les Français plutôt que par les Belges. Ça vous a étonné, ça? On a effectivement constaté que certaines informations passaient par le biais des sites internet français. C'est évidemment pas idéal. La police a pu s'exprimer sur le sujet. Il y a un devoir de réserve par rapport à des opérations particulièrement délicates. Et il est vrai que sur l'autre versant et sur l'autre pan, la police française avait 2 agents ici présents en permanence. La collaboration a donc bien fonctionné. La preuve avec des résultats. Oui, mais quand le procureur de la République lui-même donne des éléments de l'audition de Salah Abdeslam, c'est étonnant. On n'a peut-être pas la même culture. Je pense qu'ici, il est nécessaire d'avoir de la retenue, de permettre aux policiers, aux enquêteurs et maintenant à la justice de faire son travail. Et il est positif, de notre part, je trouve, d'avoir cette retenue bien nécessaire. Donc cette collaboration franco-belge, pas de tension, tout va bien, malgré les quelques déclarations. Vous ne voulez pas mettre de l'huile sur le feu? Voilà, vous avez entendu les expressions des uns et des autres. Le travail se fait. Après, il appartient aux uns et aux autres, s'ils le souhaitent, de mettre de l'huile sur le feu. Ça n'apporte strictement rien au débat. Alors, la commission de la justice travaille avec la commission de l'intérieur. Vous avez aussi créé une commission terrorisme. Et on parle évidemment de mesures antiterroristes. Et une des premières mesures qui attire l'œil, et notamment des Français, si on reparle d'eux, c'est qu'ils ne trouvent pas normal que chez nous, que la garde à vue ne dure que 24 heures. Et donc, un des projets, c'est de faire passer cette garde à vue à plus de 24 heures. À 72 heures, oui. Alors, pourquoi, historiquement, on est à 24 heures on est très attaché à la liberté. Donc, vous savez, être privé de sa liberté 24 heures, c'est déjà très, très, très long. Et donc, c'est vrai que le délai peut paraître très court dans certaines circonstances. Dans d'autres, c'est largement suffisant. Par rapport à des faits de terrorisme, par rapport à l'évolution aussi des technologies, on a constaté qu'il était sans doute bien utile de pouvoir prendre un peu plus de temps pour faire en sorte que les travaux préliminaires puissent être faits dans de bonnes conditions, sans avoir la contrainte du temps. Et donc, passer à un régime de 72 heures dans des cas particuliers de faits présumés de terrorisme aurait tout son sens. Mais là, aujourd'hui, il n'y a pas
de majorité pour les 72 heures. Il y a une discussion pour le moment dans la commission terrorisme, je n'y siège pas, mais il faudra réviser la Constitution le cas échéant pour pouvoir passer à ce stade de 24 à 72 heures. Vous savez qu'il faut 2/3 des membres du Parlement pour permettre une modification d'un article de la Constitution, et donc il est normal que les différents positionnements puissent à un moment donné trouver un point d'équilibre entre les différents partis représentés. Et donc ce travail-là prend peut-être un peu de temps, mais ça c'est aussi les nécessités de la démocratie. Oui, mais quelles sont les pistes? Très concrètement, on va arriver à quoi? Je ne peux pas présumer effectivement de la fin et de l'issue, mais enfin on pourrait imaginer que 72 heures pour des cas présumés de terrorisme se justifie largement, et donc on va essayer de plaider pour faire en sorte qu'une majorité se dégage autour de cette notion-là pour permettre l'application des 72 heures au lieu des 24 heures qui sont effectivement très très courtes. Et on parle aussi de l'intervention d'un juge d'instruction, par exemple, qui pourrait garantir finalement que cette durée de garde à vue prolongée soit valable. Oui, tous les mécanismes qui vont permettre de garantir, je le disais, l'état de droit. J'entendais l'autre jour sur une des antennes radio, le fait que les terroristes utilisent, alors qu'ils combattent les démocraties, utilisent tous les mécanismes de la démocratie finalement contre elles. Et quand ces mécanismes paraissent utiles, ils les utilisent à leur profit. Oui, mais c'est aussi l'honneur d'une démocratie de pouvoir veiller à ce que les règles de l'état de droit soient maintenues. Et donc, par rapport au fait qu'un juge d'instruction interviendrait, c'est une garantie supplémentaire aussi, dans un contexte, je dirais, plus classique, pour faire en sorte que les droits des uns et des autres soient respectés. Mais pour vous, ces 72 heures sont vraiment essentielles dans la lutte contre le terrorisme? Exactement, ce serait très très important de pouvoir arriver à 72 heures. Alors, il y avait une autre proposition qui est arrivée dans votre commission, c'est la proposition sur les repentis. C'était un élu du CDNV qui avait proposé ça. Parce que c'est vrai que c'est une bonne idée, notamment Salah Abdeslam, on pourrait dire, tiens, il en sait des choses, peut-être pourrait-il bénéficier de conditions particulières pour pouvoir parler. Et ce n'est pas possible, en fait, dans notre droit belge. Oui, mais enfin, on peut aussi partir du principe de base, selon lequel une personne qui est arrêtée, il n'est pas anormal qu'elle collabore aussi parce qu'elle a commis des actes inacceptables. Et donc, c'est vrai que le régime des repentis existe dans d'autres pays. Chez nous, il n'existe pas. En Italie, notamment, et aux États-Unis. La proposition a été déposée par le CDNV, n'a pas encore fait l'objet d'un débat. Et donc, il n'y a pas de position claire là-dessus. De toute façon, le moment venu, on ne peut pas imaginer de faire voter ou non une telle proposition sans procéder à des auditions pour voir concrètement comment ça pourrait se passer, faire du droit comparé, voir si ce système a apporté ou non des éléments positifs, comme vous le parliez notamment en Italie. Donc ça laisse encore un peu de temps devant nous pour réfléchir, mais le débat vient à peine de s'ouvrir chez nous. Mais est-ce qu'on n'est pas toujours à la traîne? Parce que finalement, on se demande maintenant si ça vaut peut-être la peine d'avoir une loi sur les repentis. C'est pas quelque chose auquel on aurait dû penser plus tôt, Philippe Goffin? Oui, on est peut-être sur certains dossiers, je ne dis pas à la traîne, mais simplement les débats se mènent au rythme des États. Les uns et les autres ne sont pas les mêmes. Les faits en Italie, que l'Italie a connus il y a quelques années, ont peut-être justifié que ça passe par un système des repentis. Chez nous, pas. Il y a d'autres domaines dans lesquels nous sommes en avance. Bon, alors il y a d'autres domaines sur lesquels on parle beaucoup en matière de lutte antiterrorisme. C'est tout ce qu'il faut faire en matière d'informatique, de téléphonie, de hacking de sites. Là aussi, il y a beaucoup de pain sur la planche pour les commissions, parce qu'il y a toujours cette problématique de respect de la vie privée et de nouvelles techniques de police. Vous savez, on peut avoir l'idée sur laquelle il suffit d'eux, il n'y a qu'à, et puis quand on constate que les textes sont déposés, c'est évidemment beaucoup plus compliqué, beaucoup plus nuancé. Alors il y a la notion de respect de la vie privée qui est présente, il y a aussi la notion d'efficacité dans le cadre des enquêtes, et c'est toujours un équilibre très difficile à trouver. Prenons un exemple très concret, la suppression progressive des cartes prépayées anonymes serait un moyen peut-être efficace de repérer davantage ce genre de connexion qui existe entre des individus malveillants. Voilà un cas très précis sur lequel on travaille pour le moment. Et qu'est-ce qui va se passer le fait, c'est de pouvoir repérer évidemment beaucoup plus aisément, puisque l'anonymat disparaîtrait. Mais de nouveau, ce n'est pas dans notre système actuel. Il faut maintenant passer par des textes législatifs pour que ce soit en vigueur réellement. Donc, sans doute, dans quelques mois, on supprimera ces cartes prépayées anonymes. Pareil, ça fera l'objet d'un vote, mais c'est une orientation qui nous paraît être une bonne orientation. Mais j'ai l'impression que le temps parlementaire, tel que vous nous l'expliquez, est très long par rapport au temps des enquêtes. Est-ce qu'il n'y a pas une urgence aujourd'hui dans toute cette lutte antiterroriste? Il y a des résultats aussi indépendamment de ce qui est en train d'être mis en débat au Parlement. Donc la preuve, cette arrestation la semaine dernière. Alors c'est vrai qu'on met des mesures maintenant pour renforcer l'arsenal, pour donner davantage de moyens à la police et à la justice de faire son travail. Il n'est pas anormal que par rapport à des faits de criminalité qui évoluent, la législation évolue elle aussi. Alors c'est vrai que le temps paraît toujours trop long, mais vous le savez aussi, le temps des débats, le temps
temps des équilibres, le temps où les expressions des uns et des autres doivent avoir lieu est important aussi. Mais l'opposition dit que ce sont des effets d'annonce quand vous annoncez, quand le gouvernement, en tout cas en l'occurrence, annonce des grandes mesures et que finalement rien ne sort parce qu'on n'en parle même pas encore au Parlement. Je crois que c'est important, je ne suis pas du tout dans le cadre des effets d'annonce, je crois que c'est normal qu'à un moment donné un gouvernement, un Premier ministre donne le cap, la direction vers laquelle il veut aller. Et donc ici quand on dit voilà, on a à l'esprit toute une série de mesures pour lutter davantage contre le terrorisme. Maintenant, on va mettre ces mesures en débat. Ce n'est pas du tout anormal et au contraire, je trouve ça préférable. Ça donne à chacun l'occasion peut-être de s'exprimer, l'occasion de peaufiner ses arguments, mais il n'est pas anormal de donner un cap et le cap est donné. Mais donc vous trouvez que ce rythme est tout à fait normal? J'ai dit, parfois on voudrait que ça aille plus vite, mais enfin, vous suivez les travaux parlementaires, vous savez que le nombre de partis, le système de proportionnel, le fait que la composition des gouvernements est le résultat de coalitions, ça prend un peu plus de temps qu'ailleurs. Ça permet aussi peut-être d'avoir plus d'équilibre et plus de nuances que certaines mesures qui paraîtraient trop radicales. Trop souvent aussi, on constate que des lois doivent faire l'objet de réparation parce qu'elles ont peut-être été votées un peu trop vite, sans prendre le temps de l'écoute et des débats. Alors pour terminer, une des lenteurs dans la critique, c'est aussi la commission terrorisme. Elle ne se réunit plus depuis quelques semaines. On a l'impression que ça n'avance pas, alors que là aussi, ça devrait avancer, une commission terrorisme. J'ai envie de dire que le cahier des charges, il est très clair par rapport à des mesures qui sont effectivement mises à la discussion. Les auditions ont pris du temps, elles étaient particulièrement utiles pour permettre aux commissaires présents dans cette commission d'affiner leur raisonnement et peut-être de peaufiner là aussi quelques textes. Donc le travail suit son cours. Il ne sert à rien de se réunir non plus si on n'a rien de spécial à dire. Vous savez, quand vous avez un lot d'informations, notamment sur la garde à vue, il faut le temps aussi de pouvoir transformer ce qui a été entendu en texte. Tout ce temps-là ne me paraît pas anormal. Il faut laisser du temps au temps. C'est ça votre conclusion, Philippe? Il faut agir avec détermination, mais il ne faut pas non plus confondre action et précipitation. Merci Philippe Goffin et on se retrouve demain pour une autre interview.